Bonjour à toutes et à tous, c'est Riva Evstifeva et le podcast Études russes en Russie. Le podcast est soutenu par l'UXIL, le campus Condorcet et l'Institut indépendant de philosophie. Aujourd'hui, nous recevons Rodolphe Baudin. Bonjour Rodolphe. Bonjour Riva. Tu es professeur en littérature russe à Sorbonne Université et tu es spécialiste en littérature russe, surtout du 18e, début 19e siècle. Merci d'avoir accepté notre invitation et je commence par la première question. Est-ce que les études russes, pour toi, ça a été un mariage d'amour ou pas? Donc je n'ai pas d'origine russe et j'ai décidé d'apprendre le russe au collège à Annemasse, à côté de Genève, en Haute-Savoie. Et j'ai choisi le russe en classe de 4e. C'est quel âge? C'est l'âge de 13 ans. Parce que donc, dans le système scolaire français, en tout cas à l'époque, on devait choisir une deuxième langue vivante à l'âge de 13 ans en 4e. J'avais choisi l'anglais en 6e. Et donc, en 4e, j'ai choisi le russe. Et quel était le choix? Alors, donc, on était en 1987. On était en pleine perestroïka. On était en pleine Gorbimania. Et tout le monde était très très excité à l'idée que la Russie allait enfin s'ouvrir, enfin devenir un pays démocratique, enfin se normaliser. Donc ça paraissait vraiment une voie d'avenir. Et un petit peu avant cela, donc l'année précédente ou pendant les mois qui ont précédé cette décision, j'avais lu un petit peu de littérature. Il me semble que j'avais lu La fille du capitaine. Peut-être les récits de Belkine, ça m'avait plu, ça m'avait amusé. Donc j'ai décidé de prendre le russe et puis évidemment ça paraissait très mystérieux, cet alphabet différent et puis ça paraissait quand même très snob parce que c'était plus intéressant et plus original que de prendre l'espagnol ou l'allemand. Voilà, Donc c'est pour ça que j'ai l'alternative, pris c'était... espagnol, allemand, il y avait italien aussi. Voilà. Donc, mais le russe paraissait autrement plus original et mystérieux et intéressant Qu'est-ce qu'en pensait ta comparé aux famille? autres. Ma famille trouvait ça tout à fait intéressant. Ils étaient eux aussi sensibles à l'idée que la Russie allait enfin devenir un pays normal et que ça ouvrirait donc toutes sortes de voies possibles, notamment sur le plan professionnel. Et puis mes parents connaissaient un petit peu Georges Niva parce que mes deux grands-parents avaient été professeurs pour mon grand-père de philosophie et pour ma grand-mère de latin et grec au lycée d'Annemasse, où j'étudiais et où ils avaient eu l'occasion de rencontrer à la fin de leur carrière, puisqu'ils étaient âgés, une jeune collègue qui, elle, était en début de carrière, qui était Lucille Niva, l'épouse de Georges Niva. Donc ils avaient un petit peu sympathisé avec Georges Niva. Par ce biais, ensuite, mes parents avaient un peu sympathisé avec Georges Niva. Georges avait eu l'occasion d'interroger mon père, qui était psychiatre à l'époque où il traduisait André Biéli, où il s'intéressait donc à la psychologie, à la psychanalyse, à la psychiatrie. Voilà, donc ça paraissait un choix qui était assez audacieux, mais qui en même temps s'inscrivait dans une espèce de mouvement historique qui nourrissait l'optimisme général, et puis qui allait se faire avec donc l'épouse de Georges Niva dans ce collège, puis lycée d'Annemasse, donc ça paraissait quand même pas tout à fait un terrain inconnu. Et elle a été ta professeuse? Elle a été ma prof de la 4e à la terminale, ouais. Et quand tu parles des perspectives professionnelles que ce choix pouvait ouvrir à l'époque, c'était quel type de carrière? Alors, à l'époque, je ne me posais pas véritablement la question quand j'ai commencé en 4e à l'âge de 13 ans. Ensuite, au début du lycée, j'ai pensé devenir diplomate. Ça semblait intéressant, ça semblait un peu chic. Et je me disais que ça pourrait peut-être me plaire. Et puis, en terminale, j'ai été passablement dégoûté du monde contemporain par le programme d'histoire-géographie où on apprenait le nombre de ports que la Corée du Sud vendait à je ne sais quel pays. Et je me suis dit, bon, bah, si l'histoire contemporaine c'est ça m'intéresse pas beaucoup. Et j'ai imaginé peut-être naïvement et peut-être de manière erronée qu'à Sciences Po, on devait beaucoup étudier ce genre de choses. Donc je me suis dit que c'était probablement pas pour moi, et comme j'avais en parallèle évidemment un intérêt très vif depuis longtemps pour la littérature, je me suis dit je vais devenir prof de littérature russe. Et par contre, le XVIIIe siècle, c'est apparu à quel moment?
Alors le XVIIIe siècle, bah, c'est apparu en deux temps. J'ai toujours aimé le XVIIIe siècle. Quand j'étais au lycée déjà, je lisais beaucoup de littérature française du XVIIIe siècle, mais j'avais lu également Sterne, Goethe, enfin, dès la classe de seconde, de première. J'aimais beaucoup ce style léger, cette ironie, et puis j'aimais déjà passablement les arts décoratifs du XVIIIe siècle, ce qui est quelque chose pour lequel j'ai conservé un intérêt très net. Et donc, quand j'ai commencé mes études de russe, le cursus de l'enseignement du russe à la Sorbonne était fait assez bizarrement. C'était un département de stars, il n'y avait que des gens très connus qui enseignaient la littérature. Et donc, ils enseignaient la littérature qui les intéressait eux. Et donc, on n'avait que des cours morcelés sur telle période archi précise ou tel écrivain archi précis. Et par exemple, alors non, en première année, on avait une espèce de survey qui était, mais qui commençait avec Pouchkine et qui se terminait, je crois, avec Tchekhov. Donc, c'était en gros le long 19e siècle, quoi. Et puis, en deuxième année, on passait à la poésie de l'âge d'argent. Et en troisième année, ensuite, on n'avait que des cours avec des œuvres. Donc, tel prof enseignait Bulgakov, tel prof enseignait Pouchkine, tel prof enseignait Bloch et tel prof enseignait Dostoïevski. Et je restais personnellement sur ma faim parce que, en fait, si je n'avais pas lu de mon côté, alors j'imagine bien que c'est comme ça que le cursus était conçu, mais si je n'avais pas lu de mon côté, j'aurais jamais entendu parler de ce qu'il y avait avant Pouchkine, en fait. Donc, on était les prisonniers d'une approche assez classique et d'une conception très classique du canon littéraire russe, et on ne nous parlait pas du tout de ce qu'il y avait eu avant. Et de nouveau, de la même manière que en quatrième, je m'étais dit je vais faire du russe parce que c'est plus original que l'espagnol. Eh bien, donc quand je suis arrivé en fin de licence et qu'il a fallu que je réfléchisse à un sujet de mémoire de maîtrise, la maîtrise c'est l'ancien M1, eh bien je me suis dit je vais travailler sur le XVIIIe siècle parce que j'ai toujours aimé le XVIIIe siècle et parce que c'est plus original que de travailler sur Bloch ou Dostoïevski. Mais il y avait quelqu'un pour te suivre dans cela? Oui, alors il y avait quelqu'un qui avait, dans sa jeunesse, travaillé sur le XVIIIe siècle, mais qui s'en était éloigné, qui était André Monnier, qui avait fait une thèse sur Novikov, et qui, après cette thèse sur Novikov, était devenu spécialiste de Pouchkine. Voilà, et qui travaillait surtout sur Pouchkine, mais enfin, il pouvait me diriger. Ça l'intéressait plus tellement, mais enfin, il avait les compétences quand même nécessaires pour me diriger. Et il m'a dirigé de manière extrêmement libérale du reste, c'est-à-dire que on se voyait une fois par an et je lui montrais les 80 pages que j'avais écrites et il était débonnaire, donc il trouvait que c'était bien et voilà. Il me disait à l'année prochaine. Donc ton contact avec la langue russe a commencé déjà dans ton adolescence. Par contre, ton contact avec les Russes remonte à quand? Alors les Russes, ben, je me suis rendu pour la première fois en Russie en 1991, en juillet 91, via un programme qui avait été mis en place par une prof du lycée Condorcet qui s'appelait Irène Como, qui ensuite a créé une association avec une espèce de petite feuille d'information, mais qui, je crois, enfin j'ai perdu ça de vue assez rapidement, mais il me semble avoir entendu que cette feuille d'information était devenue de plus en plus conservatrice et patriote, malheureusement. Mais enfin, elle avait eu ce mérite de mettre en place ces échanges destinés d'abord, initialement, j'imagine, aux élèves du lycée Condorcet, et qu'ensuite elle avait ouvert. Et on en avait entendu parler probablement par Lucie Niva, qui avait été une copine d'Irène Como dans sa jeunesse à la fac. Et donc je suis parti 3 semaines à Saint-Pétersbourg à l'âge de 17 ans. Je dis Saint-Pétersbourg parce que le référendum municipal visant à rendre son nom à Leningrad, à son nom pré-révolutionnaire à Leningrad, venait d'avoir lieu, donc la ville venait de redevenir Saint-Pétersbourg. Et je suis parti, alors c'était Saint-Pétersbourg, c'était pas Moscou, et je suis parti une semaine avant le putsch de 91. Donc tu as vécu le putsch là. Non, je l'ai pas vécu puisque non, je suis parti de Saint-Pétersbourg. Ah, Je suis rentré tu en l'as quitté, France. d'accord. Voilà, mais enfin c'était pendant cette période-là. Quelle a été la Russie que tu as connue? Donc à part Saint-Pétersbourg, quelles sont les parties de la Russie que tu as visitées et quels sont les types de lieux que tu visitais et le type de gens que tu fréquentais?
Alors au début, j'étais un étudiant modèle et sage, et donc j'allais à Saint-Pétersbourg année après année. Donc j'y suis allé en 91. En 92, je suis allé en Pologne parce que j'avais décidé de faire du polonais aussi quand j'étais au lycée. En parallèle, je m'étais trouvé un cours du soir de polonais à Genève. Donc en 92, je suis allé à Cracovie. Mais à partir de 93, donc ayant entamé mes études de russe à Paris 4, je suis allé tous les ans en Russie. Donc d'abord, je suis retourné avec cette même association en Russie en 93. On m'a logé dans une famille, j'ai sympathisé avec la mère de famille. À partir de là, je suis retourné chez elle, mais en m'arrangeant individuellement avec elle sans repasser par cette association. Donc je suis allé à Saint-Pétersbourg en 93, 94, 95, 96. Et là, en 96, lorsque je suis entré en DEA, qui est l'ancêtre du M2, eh bien, j'ai voulu partir toute l'année universitaire en Russie. Et donc, j'ai postulé pour une bourse du ministère des Affaires étrangères que j'ai obtenue. Très facilement, tout le monde l'obtenait, il n'y avait pas de mérite particulier à l'avoir. Et c'était des bourses qui permettaient de se rendre à Moscou seulement. Et donc, j'ai découvert Moscou à cette période-là. Non, j'étais allé à Moscou une fois déjà. J'avais été invité par une des lectrices de la fac, avec qui je m'étais lié d'amitié. Mais je suis parti passer 6 mois à Moscou, donc en 96-97. Et nous devions être logés à IRIAP, Institut Русского языка имени Пушкина, à Беляево, donc dans un quartier très très excentré, à côté du cinéma Vitesse, où il y avait donc du trafic de drogue. Enfin, c'était un quartier qui n'était pas très agréable. Et j'ai compris assez vite que je me plairais pas du tout et que je risquais de fortement me déprimer si je restais dans cette общага, donc dans ce dortoir, ce crous russe. Et donc, je me suis adressé à mes profs de la Sorbonne et une de mes lectrices dont le fils était devenu un ami et qui est devenu mon meilleur ami, qui est Andrei Kozovoy, m'a aidé à trouver une chambre chez l'habitant. Et j'ai trouvé une chambre chez l'habitant sur le vieil Arbat, ce qui était tout à fait sympathique, dans un grand appartement rempli de livres appartenant à des intellos dont le père travaillait à Limli. Et je me suis installé là, donc je leur ai loué une chambre et je me suis installé là. Et j'ai rencontré, je me suis lié d'amitié avec le fils de ces gens, qui s'appelle Tikhon Katrylov. Et puis ensuite, via Tish Katrylov, j'ai rencontré toute une bande qui était inscrite à RGGU, qui était une bande. Alors, ce qui est vraiment bête, c'est que, en fait, donc, c'était une bande qui notamment suivait les cours d'André Zorin. Et il m'avait dit, mais t'as qu'à venir avec nous, suivre le cours d'André Zorin. Mais je sais pas, c'est mon côté suisse. Je me dis, bah non, je suis pas inscrit dans cette université, j'ai pas le droit. Donc, j'y suis pas allé. Et en fait, j'ai rencontré André Zorin 10 ans plus tard. Donc, c'est un peu bête parce que j'aurais pu gagner 10 ans à savoir comment mieux travailler. Mais enfin, bon, ça s'est fait finalement. Et j'ai rencontré cette bande de jeunes et avec qui je me suis dit lié d'amitié de manière durable. Sauf qu'en fait, aucun n'a fait une carrière intellectuelle. Ils ont très rapidement changé de cap et ils se sont mis à travailler dans de l'industrie entre guillemets de la nuit. Beaucoup sont devenus DJ, d'autres ont ouvert des clubs, des boîtes. Alors il y en a un dont je te parlais tout à l'heure, Michel Repchikov, qui a contribué à la création de Project Ogi et du club Ogi, etc. Il y en a un quand même qui a fait une carrière plutôt dans le domaine de la littérature, mais dans le domaine de l'édition, qui est Andrei Kurilkin. Et puis, sinon, j'avais un très bon ami qui est devenu DJ. Enfin voilà. Donc j'ai beaucoup fréquenté ce milieu-là. J'ai fréquenté un petit peu le milieu. Il y en avait un qui s'appelait Alek Kireev, qui était un petit peu charmant et qui s'intéressait beaucoup à la théorie critique et notamment appliquée à l'art contemporain. Et il était proche de l'équipe qui animait la revue Rejet, Художественный Journal. Ensuite, il était proche d'un artiste très très à gauche, très radical, qui s'appelait Anatoly Osmalovski et qui a créé une autre revue artistique qui s'appelait Radek. Voilà, donc j'ai fréquenté un peu ces gens. Donc c'était le milieu un peu intello et un peu fêtard de Moscou de la deuxième moitié des années 90. Et c'était évidemment très intéressant, très vivant, très agréable. Tout ce que les gens qui n'ont pas souffert économiquement des années 90, et évidemment ma position à moi était très privilégiée, ont adoré dans les années 90. Qu'est-ce que la Russie et la littérature russe du XVIIIe siècle
t'as appris sur la Russie que tu as rencontrée? Bon, je pense qu'il y avait quand même, alors dans un premier temps, les choses étaient quand même très 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 cloisonnées. C'est-à-dire que j'allais travailler soit à la Leninka, soit à la Istalichka. En fait, après m'être enfin fait des amis, parce que pendant les premières années, quand j'allais à Saint-Pétersbourg, j'avais surtout affaire à cette dame à qui je louais une chambre, et puis je me promenais, j'allais dans des musées, etc. Donc j'étais dans un rapport quand même de touriste à la Russie. Ensuite, donc comme là à Moscou, je me suis fait des amis. Je me suis beaucoup mieux intégré, donc comme je viens de le dire, à cette vie des années 90, mais les choses étaient très cloisonnées, c'est-à-dire que dans la journée, j'allais soit à la Leninka lire les éditions des romans russes du XVIIIe siècle de Emin et Tchoukov et Khiraskov, et puis le soir, je sortais avec mes copains, voilà. Et il n'y avait pas véritablement de communication entre ces deux mondes. D'abord, ils s'intéressaient quand même relativement peu, cette bande de jeunes DJ, au roman d'Emin. Je continuais à aller, comme je l'ai toujours fait, voir des expos, visiter des palais, en fait, ce qui était l'autre aspect de mon intérêt pour le 18e. Mais tout ça était quand même très muséifié, c'était quand même assez peu lié avec cette vie concrète, réelle, que je pouvais entreapercevoir par le biais de mes fréquentations de cette jeunesse. Cette jeunesse, elle vivait elle-même, enfin peut-être qu'elle avait la politesse de pas me raconter ses difficultés, c'est fort possible, mais enfin... Ou la honte. Ou la honte peut-être, possiblement. Enfin bon, j'ai souvent ensuite habité chez des potes, dans des apparts minuscules, dormant par terre dans des cuisines. Enfin, il n'y avait pas particulièrement de honte, en tout cas liée à des situations économiques. Ensuite, j'ai été souvent invité chez les parents de ces gens, en province, à Obninsk, à Ryazan, dans d'autres endroits dont j'ai malheureusement oublié le nom. Mais enfin, là aussi, ça avait un côté très soviétique, mais enfin, c'était absolument pas grave. Enfin, j'étais plein d'enthousiasme et de reconnaissance pour tous les gens qui voulaient bien me recevoir. Donc, j'ai pas le souvenir qu'il y ait une honte, mais peut-être que je n'ai pas su la lire, effectivement. Et ces gens, ils étaient fascinés donc par la découverte. Je me souviens de tous les trucs qui fascinaient la jeunesse intello de Moscou à la fin des années 90. Donc, ils étaient fascinés par Tarantino, ils étaient fascinés par Naiman, il y avait tout, Kusturica, il y avait toujours un truc nouveau qui fascinait tout le monde. Et ils étaient dans cette espèce de découverte gourmande de l'Occident. Et en fait, finalement, la dimension matérielle était très très secondaire, la dimension politique était très très secondaire. J'avais pas véritablement accès à une certaine brutalité ou une certaine violence. Enfin, je la voyais pas, quoi. Régulièrement, on donnait des pots de vin à la police parce qu'on se faisait arrêter en taxi et que quelqu'un n'avait pas sa prapiska ou quelqu'un n'avait pas enregistré son passeport au comment ça s'appelait, à Lovir. Voilà, donc régulièrement on avait des petits problèmes, mais enfin on avait pris cette habitude je dois reconnaître de manière assez coupable. Enfin, il y a quelque chose d'assez jouissif en tant que jeune occidental quand on avait des problèmes avec un policier, on sortait des billets de sa poche et puis on réglait le problème en une minute. Voilà, donc ça c'est un des aspects que j'aurais pu entrevoir quand même de ce que c'était que la Russie à cette époque. Mais pour le reste, je vivais assez en silo. J'étais à la bibliothèque dans la journée, en boîte de nuit le soir. Il y a un moment où je suis devenu moi-même DJ, donc j'étais très occupé le soir. Ce qui était sympathique, c'est que comme j'avais des cachets pour être DJ, ça me permettait de payer mes billets d'avion pour aller travailler sur ma thèse. Donc ça, c'était un petit système économique que j'avais mis en place qui était plutôt sympathique. Pardon, et tu proposais quel type de musique? Oh, je jouais toutes sortes de choses. J'ai joué beaucoup de musique de film à l'époque où la mode était à l'easy listening. Et puis ensuite, j'ai joué beaucoup de ce qu'on appelle de la bastard pop, c'est-à-dire un mélange de rock et d'électro au début des années 2000. Tu m'as beaucoup parlé donc de cette Russie des années 90, mais tu as continué tes voyages. Donc dans ta carrière professionnelle, quand tu es devenu à terre, maître de conférence, professeur, tu continuais à voyager. Oui, alors il y a eu un moment de rupture dans ma carrière, enfin dans mes études, c'est que il y a eu un moment où cette vie où
j'allais à la bibliothèque dans la journée et je passais des disques le soir, a dû s'arrêter parce que après ma thèse, j'ai passé l'agrégation. Ce qui est pas très classique d'ailleurs parce que normalement on passe plutôt l'agrégation avant la thèse. Mais moi, comme à la sortie de mon DEA, on m'a tout de suite proposé un contrat doctoral. J'ai écrit d'abord ma thèse, ensuite je suis devenu à terre, et ensuite j'ai passé mon agrég pendant l'année entre la fin de la thèse et le début de la recherche de poste de maître de conférence, puisque en fait on a une année où on n'a plus rien, quoi, puisqu'on n'a plus le droit d'être à terre. Et là, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour passer l'agrégation, d'autant que préparer, alors pas l'agrégation, mais le CAPES, c'était considéré comme une recherche active d'emploi par l'ancêtre de Pôle emploi, ça s'appelle même plus, c'est France Travail maintenant, ça. Voilà, donc à l'époque, c'était encore Pôle emploi. Et donc, je me suis inscrit en prépa CAPES et agrég pour avoir droit au chômage après avoir été à TER à l'Université de Rouen. J'ai décroché l'agrég, j'ai en même temps obtenu un poste en province et donc à l'Université de Clermont-Ferrand. Et là, je suis devenu plus universitaire classique, c'est-à-dire que j'ai continué à aller à Moscou, mais la vie des jeunes de la nuit m'intéressait moins. Ce qui est curieux, c'est que la plupart de mes copains sont restés intéressés par ça. Ils sont devenus de vieux DJ, ce qui est un peu curieux, mais bon. Et moi, à mesure que j'ai commencé à écrire de plus en plus et à devenir plus classiquement un universitaire, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quand même des gens que ce que j'écrivais intéresserait. Et je me suis mis à retourner à Saint-Pétersbourg, puisque en fait, j'ai envoyé mon premier article à la revue XVIII wiek, 18e siècle, qui a été publié. Et ensuite, j'ai peu à peu fait connaissance avec les gens donc du département d'études de la littérature russe du XVIIIe siècle, de la maison Pouchkine, de l'Académie des sciences de Russie. Et donc, je me suis mis à aller plutôt à Saint-Pétersbourg à partir de ce moment-là, et moins à Moscou. Mais là aussi, je suis tombé dans un autre silo, puisque finalement, ben, c'est des gens qui s'intéressaient à Novikov, Radishev, Karamzin et Trediakovsky. Et c'est très, très, très hors du temps et hors peut-être du fracas du monde extérieur, cet institut Pouchkine. Donc, je suis sorti du silo de la Toussuovka de Moscou et je suis tombé dans le silo du département d'études de la littérature du 18e à Saint-Pétersbourg. Et tu continuais à y aller chaque année? Oui, j'y allais chaque année. Alors, quand j'ai eu des enfants, ça a été un petit peu moins facile. Et puis, quand j'habitais à Clermont-Ferrand, je trouvais que tout ça, c'était très loin, c'était très compliqué. Il fallait prendre un train interminable pour aller à Paris, pour prendre un avion interminable. Donc, ça me paraissait un peu compliqué. Puis, j'ai accueilli mon premier puis mon second enfant. Mais je continuais quand même, oui, à y aller à peu près tous les ans. Et il y a eu un moment où j'avais mis en place une vie professionnelle que je trouvais satisfaisante, puisque j'allais une fois par an en Russie une semaine. Et j'en profitais soit pour donner une conférence donc à la maison Pouchkine, soit pour participer à un colloque. Ensuite, j'allais aux rencontres annuelles du Study Group on 18th Century Russia à côté de Londres, à Hoddesdon, que tu connais. Et puis, je m'étais fait des collègues et des amis parmi les slavisants italiens et j'allais également en Italie. Voilà, donc je faisais 3 déplacements par an, un à Saint-Pétersbourg, un à Londres et un en Italie. Et ça me semblait extrêmement satisfaisant euh, sur tous les plans. Et puis, patatras, tout ça s'est arrêté. Parlons donc du 24 février 2022. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? On peut revenir un peu plus haut peut-être. Je disais que quand j'étais en Russie, j'étais très très en silo. Alors bon, je lisais évidemment la presse française. J'ai jamais vraiment lu la presse russe quand j'étais jeune. J'ai essayé de lire un peu Kommersant quand j'étais à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais je trouvais ça un peu ennuyeux quand même. Je lisais surtout Affiche, puisque il fallait savoir quel DJ jouait dans quelle boîte, ou quel concert était intéressant, ou quel film il fallait aller voir. Mais bon, je lisais la presse française et je voyais bien que le régime durcissait, bien évidemment. Il y a eu cette période au début des années 2000 où il y a eu quand même toutes sortes d'initiatives franco-russes pour essayer de faire vivre la culture russe en France. Et j'étais arrivé à Strasbourg à l'époque,
puisque j'étais arrivé à l'Université de Strasbourg en 2007. Et en 2010, il y a eu l'année France-Russie. Et donc, qui à Strasbourg a été très très dynamique puisque on a monté une grosse exposition sur les illustrations des œuvres de Pouchkine dans la peinture, dans la gravure, dans l'édition. Ça a été un gros succès. Et donc, par ce biais-là, j'ai travaillé avec mon collègue russe de la BNU. Mais derrière, il y avait aussi un soutien du Consulat général de Russie à Strasbourg, du ministère de la Culture russe, du ministère de la Culture français, du ministère des Affaires étrangères. Donc, il y avait une espèce d'écosystème franco-russe autour de la culture qui paraissait encore relativement sympathique et fréquentable. Et donc, comme ça avait été un très grand succès, on avait décidé de faire une deuxième exposition, puisque au niveau national, au niveau politique, comme 2010 avait été un succès, les gouvernements français et russes s'étaient mis d'accord pour que 2012 soit pas une année France-Russie, mais que 2012 soit l'année de saison française, de la culture française en Russie et de saison de la culture russe en France. Et là, j'avais profité de cet élan et des fonds qui étaient alloués pour ces saisons pour organiser une deuxième exposition dont tu as vu le catalogue sur les livres russes rares et anciens conservés dans les différents fonds des mai 2012. C'est le moment des élections. Et c'est le moment de la vague de protestation et c'est le moment de Balotnaï Deal, etc. Donc ça commence à devenir compliqué et je me souviens on avait commencé à se dire que c'était compliqué et on s'était dit que c'était la dernière fois qu'on interromprait, donc qu'on ne ferait plus ce genre de projet. Et donc j'ai pris un petit peu mes distances. En 2014, j'avais été invité à participer à une méga grant avec Paris 1 et Urfu, l'université d'État d'Ekaterinbourg. Et dans le cadre de cette méga grant, l'équipe de chercheurs donc de Paris 1, moi, un collègue de Rennes et puis les chercheurs d'Ekaterinbourg, on faisait des colloques 1 ou 2 fois par an et on devait se déplacer. Et donc, ça avait été mon tour d'organiser ça à Strasbourg. Et comme les universités françaises sont éternellement impécunieuses, je m'étais dit que je pourrais peut-être demander un soutien au consulat de Russie sous la forme d'un buffet qu'ils pourraient offrir. Voilà. Et donc, ils avaient accepté. On avait organisé ce colloque, tout le groupe d'Ekaterinbourg était venu, et effectivement, on avait eu un buffet, mais je me souviens que l'ambiance était quand même lourde et pénible. Et puis ensuite, il y a eu la Crimée, et alors là, on a arrêté toute collaboration, et moi, j'ai arrêté toute collaboration avec le Consulat général de Russie en 14. Donc ça remonte à 14 quand même, Mais tu à n'avais la pas, Crimée, au début de la guerre dans le Donbass, quoi. mais tu n'as pas interrompu ta collaboration avec des institutions russes et des chercheurs russes. En Russie. Non, ça, j'ai continué, effectivement. Peut-être naïvement, à mes yeux, le consulat général de Russie à Strasbourg, c'était vraiment l'État russe, quoi. Et d'ailleurs, quelque temps après, on a appris que le consul était un agent du GRU et il a été expulsé. Donc, effectivement, c'était exactement ce qu'on pouvait imaginer que ça soit. Pour ce qui est des collègues en Russie, ben non, j'ai continué à fréquenter mes collègues de la maison Pouchkine à Saint-Pétersbourg, j'ai continué à fréquenter la Vyshka à Moscou. Et en fait, évidemment, et comme toujours avec cette idée que les acteurs sont différents des institutions et que les gens que nous on fréquente sont évidemment anti-Poutine, sont libéraux et qui sont navrés eux-mêmes par ce qui se passe. Tu as changé d'opinion à ce propos? Malheureusement, donc le début de la guerre a obligé les gens à prendre parti de manière beaucoup plus claire. Et je pense que on voit bien qu'une partie des collègues russes se sont révélés finalement être solidaires du régime. Une autre partie a choisi l'exil, et on en connaît beaucoup ici en France. Et une troisième partie fait le gros dos. Et donc eux, j'ai gardé des contacts avec eux, des contacts informels, mais qui sont de plus en plus compliqués d'ailleurs, puisque WhatsApp maintenant est bloqué, si j'ai bien compris. Parfois, je fais des zooms avec des collègues qui sont devenus des amis avec les années, mais par exemple, je suis tout à fait inquiet à l'idée de les mettre, eux, dans une situation dangereuse. Donc par exemple, je n'utilise jamais le mot guerre.
Quand je parle, mais vraiment très très à la marge de ce qui se passe, je dis SVO, je dis pas Vaina, parce que je me souviens que l'emploi du mot Vaina, le mot guerre, a été criminalisé. Donc je veux pas qu'on puisse leur reprocher d'avoir participé à une conversation sur Zoom avec un étranger qui a appelé les choses par leur nom et qui a appelé cette guerre guerre. Voilà. En revenant un peu en arrière, tu as dit donc que déjà en 2012, 2014, encore plus, tu avais déjà perçu des signaux de l'évolution générale du pays vers une dictature. Mais est-ce que le 24 février a été pour toi un choc ou pas? J'ai pas eu un rapport émotionnel aussi fort peut-être que mes autres collègues au 24 février pour une double raison. D'abord, j'étais en congé sabbatique. Donc j'étais comme tout le monde rivé à Internet et au journal et j'ai été effaré de découvrir donc l'invasion. Mais contrairement à mes collègues de la Sorbonne, comme j'étais en congé sabbatique ce semestre-là et que je restais à Strasbourg, je n'ai pas vu l'effarement des étudiants. Je n'ai pas vu la détresse des étudiants, donc j'en ai pas eu d'expérience de première main. Et je crois que c'est une expérience qui a été assez frappante pour mes collègues, qui ont d'ailleurs très justement réagi, puisqu'ils ont organisé des groupes de parole, une cellule de soutien. Donc ça a été plutôt bien fait. Et moi, j'étais pas là. Et ensuite, je devais revenir après mon congé sabbatique à la rentrée de septembre 22. Sauf que je suis parti aux États-Unis enseigner un semestre et je suis parti dans l'Amérique profonde, tellement profonde qu'elle semblait un peu, là encore, éloignée de ce qui se passait parce qu'il n'y avait pas vraiment, il y avait pas vraiment de Russes. Il y avait, alors c'est un petit département de Russes au Texas. Il y a mes deux collègues qui étaient navrés évidemment par la guerre et horrifiés par ce qui se passait, comme nous le sommes tous. Mais là aussi, il y avait pas de Russes dans cette ville du Texas, il n'y avait pas de Russes parmi les étudiants, il n'y avait pas d'Ukrainiens parmi les étudiants. Tout ça est resté de l'ordre de la sidération que l'on peut avoir par rapport à quelque chose que l'on voit à la télévision et dont on lit l'écho dans la presse. Ça a été un tout petit peu un doigté pour moi, même si évidemment j'ai vu mes collègues. C'est après que j'ai vu mes collègues commencer à quitter la Russie, arriver en France, etc. Et donc toi-même, tu reviens en France, tu reprends ton travail à l'université, enfin tu rencontres les étudiants sidérés. Qu'est-ce qui change pour toi à partir de ce moment-là, dans ton travail d'enseignement? Dans mon travail d'enseignement, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours enseigné la littérature russe de manière critique, j'ai toujours fait des allusions politiques, et pas des allusions d'ailleurs, j'ai toujours exprimé les choses comme je les vois et j'ai jamais caché aux étudiants mon rejet du régime poutinien. Et beaucoup de gens ont découvert par exemple que on pouvait appliquer l'approche postcoloniale à l'étude de la littérature russe. Et ça leur a semblé devenir une urgence après le 24 février. Mais en fait, moi qui ai un tropisme anglo-saxon très fort, j'enseignais depuis longtemps, par exemple, Pouchkine ou Lermontov, en faisant appel aux catégories d'Édouard Saïd, ne serait-ce que parce que quand je fais mes cours, je trouve que la littérature pédagogique à laquelle on a accès en langue française sur la littérature russe, elle n'est pas très riche. Et donc, je fais beaucoup mes cours en m'appuyant sur la bibliographie critique anglo-saxonne, sur des articles que je trouve sur JSTOR, etc. Or ça, c'est quand même quelque chose qui est développé depuis très longtemps, c'est-à-dire la relecture de la dimension impériale et de la dimension coloniale de la littérature russe à la lumière des catégories critiques offertes par Saïd et d'autres. Pour parler de pédagogie en s'éloignant un peu de l'enseignement, la difficulté qui se pose à nous, c'est la difficulté de savoir où envoyer les étudiants francophones étudier le russe. Et ça, j'avoue que c'est une difficulté qu'on n'a toujours pas résolue, notamment pour des questions éthiques. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien avoir dit dès le début, certes, on n'envoie plus les étudiants en Russie, ça paraît tout à fait normal, mais où est-ce qu'on les envoie? Et l'idée de les envoyer dans les pays baltes, qui essaient de se débarrasser de cet héritage et de cette emprise de la culture russe, qui essaient de se débarrasser de cette emprise de la langue russe, les envoyer dans les pays baltes et transformer ces pays baltes en espèce de supplétifs de la Russie
à notre service, ça m'a semblé pas justifiable éthiquement. Donc, tu donnes des cours à tes étudiants sur la littérature d'un pays agresseur, d'un pays en guerre, une guerre injuste. Est-ce que c'est possible de donner à ces étudiants, de transmettre l'intérêt envers cette littérature et cette culture? Je vois pas vraiment le problème, c'est-à-dire que j'ai toujours enseigné la littérature russe et j'ai enseigné l'histoire russe aussi longtemps de manière critique. Je n'ai jamais moi-même, j'aime la langue et j'aime bien la littérature, mais j'aime la littérature, mais c'est pas que j'aime la littérature russe en fait. Je trouve que ça veut rien dire j'aime la littérature russe. J'aime certains auteurs, j'aime certains textes, exactement de la même manière que j'aime certains auteurs français, britanniques ou allemands ou américains ou italiens et que j'aime certains de leurs textes. C'est-à-dire que j'ai jamais perçu comme une espèce de tout indifférencié que l'on devait épouser dans sa totalité de manière non critique. Ta première question était est-ce que la Russie ou la langue russe c'était un mariage d'amour? Non, mais je perçois pas du tout les choses comme ça en réalité. Donc j'enseigne la littérature comme j'aurais pu enseigner la littérature anglaise ou la littérature allemande ou la littérature française. Pays qui ont des littératures intéressantes et qui sont des pays qui politiquement, historiquement, se sont rendus coupables de nombreux crimes. Donc, par exemple, j'aime pas du tout Dostoïevski, j'aime pas du tout l'idée de la spécificité de la Russie ou de la culture russe. Et j'aime pas du tout cette idée que les grands auteurs russes sont des auteurs qui vont avoir les réponses à nos questions profondes sur l'existence. J'ai jamais accroché à ce genre de truc. Je lis la littérature russe avec plaisir, mais pas avec une espèce de passion qui ferait que j'aurais dû abandonner dans un divorce douloureux une partie de moi ou un accès qu'elle m'aurait donné à la vérité. Enfin, tout ça, j'ai toujours considéré avec beaucoup de scepticisme et un certain mépris ce genre d'approche-là. Donc, j'ai pas perdu des amis ou des maîtres. D'abord, ils sont tous morts. Et puis surtout, alors ensuite, j'enseigne une littérature qui est quand même spécifique puisque j'enseigne la littérature de la fin du XVIIIe et du début du XIXe essentiellement, et qui est quand même une littérature écrite à une période où, avant le romantisme, avant l'obsession de trouver ce qui les différencie des Européens, avant l'obsession donc de la voix spécifique de la Russie, et avant cette espèce d'ivresse à l'idée que leur supériorité morale sur l'Occident, petit bourgeois et puis ensuite décadent, allait faire de leur littérature une espèce d'évangile qui allait apporter la vérité au monde. Donc j'aime beaucoup Karamzine, comme tu sais, dont je suis un spécialiste. Et bon, c'est pas le Karamzine de l'histoire de l'État russe qui m'intéresse, c'est le Karamzine de la jeunesse et qui se promène donc à travers l'Europe et qui juge ni plus ni moins que ce qu'il écrit lui, c'est la même chose simplement dans une langue différente que les idylles de Gessner ou le voyage sentimental de Stern ou les récits sentimentalistes de Marmontel. Donc, quand j'enseigne le 19e, là j'ai besoin effectivement de l'approche critique qu'on évoquait tout à l'heure, parce que dans la littérature du 19e, il y a notamment le fait colonial. La littérature que moi j'étudie, c'est la littérature du sentimentalisme. C'est une littérature qui, contrairement par exemple aux odes du classicisme russe, qui elles sont complètement au service de la construction du projet impérial, c'est le moment dans l'histoire de la culture russe au XVIIIe siècle où le moi apparaît, comme le rappelle le titre du livre de Zorin, l'apparition du héros. Donc ils se recentrent sur eux-mêmes. Ils essaient d'ailleurs de se libérer du fait qu'en tant que nobles, ils sont avant tout des serviteurs de l'État. Les textes qui m'intéressent sont les textes où l'État n'est pas le sujet central, où la construction de l'Empire n'est pas le sujet central, où la construction d'un empire colonial n'est pas le sujet central. Est-ce que, après le 2022, ça t'est arrivé de regretter ton choix de domaine de recherche? Bien sûr. Alors, bien sûr, mais mon choix de spécialité, je dis toujours, j'aurais mieux fait de devenir spécialiste de Jane Austen, puisque effectivement, ce qui m'intéresse, c'est précisément la culture de l'intime, etc.
à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Souvent, je me suis dit que j'aurais pu, puisque je suis d'origine britannique, j'aurais pu peut-être devenir angliciste et éviter d'être aux premières loges de cette brutalité, de cette régression et de cette fermeture de cet espoir qui avait été à l'origine en 87, donc entre autres choses, de mon choix. Mais tu n'as pas changé de spécialité. Non, parce que il faut bien que quelqu'un enseigne cette littérature et autant l'enseigner de manière critique, euh, distancée et sceptique, en mettant l'accent sur des textes peut-être non canoniques ou moins canoniques, qui ne sont pas les textes qui ont été mis au service de la construction d'un canon qui accompagne la construction d'un empire. Les frontières sont fermées et les archives russes que tu fréquentais avant, pour toi, actuellement, sont fermées. Comment est-ce que tu as subvenu à ce problème? Alors, j'ai commencé ma carrière de manière caricaturalement française comme un chercheur en littérature qui fait de l'analyse poéticienne. Donc, qui étudie la manière dont les textes sont construits de manière structurale ou post-structurale, qui s'intéresse aux effets de lecture, etc., qui s'intéresse à l'intertextualité. Donc, pour ça, on n'a pas besoin des archives. Pour ça, on a besoin simplement d'avoir les textes publiés. Et il se trouve que maintenant, grâce quand même aux bibliothèques électroniques, il y a beaucoup de textes, notamment des petits textes méconnus, qui n'étaient pas du tout disponibles quand j'étais en début de carrière et qui sont maintenant disponibles sur des bibliothèques électroniques en ligne, notamment des bibliothèques électroniques qui sont financées par la Russie, par l'État russe. Donc là, on peut lire toutes sortes de choses en PDF remarquables. J'ai fait des incursions dans ma carrière dans le domaine de l'histoire, sous l'influence de certains collègues, sous l'influence de Vladimir Berelovitch, sous l'influence de Vladislav Rjeutsky. Donc je me suis un petit peu aventuré modestement, puisque j'ai pas été formé pour ça, sur le domaine de l'histoire sociale, notamment parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des relations intellectuelles et des réseaux savants entre Strasbourg et la Russie au XVIIIe siècle. Mais en fait, pour ce travail-là, eh bien, je me suis reposé sur les archives qu'avait recopiées Vladimir Berelovitch en Russie, au Hurghada, et sur les archives locales strasbourgeoises. Et là, j'ai un autre projet qui est un projet d'une biographie intellectuelle d'un jeune patricien genevois qui a fui la Révolution française et qui s'est réfugié en Russie, où il est devenu ami de Karamzin et de Viazemsky, qui s'appelle James Galif. Mais là, toutes les archives sont à Genève. Donc, encore une fois, contrairement à mes collègues historiens, je suis pas bloqué dans mon travail par ça. Là, je commence un livre sur les représentations du handicap et les discours sur le handicap et les pratiques autour du handicap en Russie à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. J'aimerais m'intéresser à la fondation d'institutions pour les enfants aveugles et les enfants sourds en Russie par Maria Fyodorovna, mais je pense que je vais demander, comme à l'époque soviétique, j'imagine, à des collègues s'ils veulent bien aller pour moi dans les archives pour prendre des photos. Donc je peux plus que d'autres survivre sans l'accès aux archives. Donc tu as plein de programmes pour toi, plein de perspectives, tu sais, plein de projets, je dirais surtout, tu as plein de projets. Et est-ce que les études russes en France, à ton avis, ont un futur? Écoute, alors avant de répondre à la deuxième partie de la question, je peux ajouter que ce projet d'écrire sur le handicap, il est ancien, mais il a été ravivé par la guerre. C'est-à-dire que je m'étais intéressé à ce que Karamzin, Vassili Pouchkine, d'autres pouvaient dire sur l'école des enfants aveugles de Paris ou l'école des enfants sourds de Paris. Et puis, donc quand la guerre a commencé, je me suis dit que j'allais reprendre ce travail à une époque où les Russes apparaissaient comme particulièrement brutaux et avec Boutcha, etc., comme ayant complètement oublié ce que c'était que la compassion et l'humanité. Je me suis dit que travailler sur le handicap et travailler notamment sur l'importation de discours occidentaux sur le handicap par les écrivains sentimentalistes en Russie à la fin du XVIIIe siècle, dans le cadre de l'européanisation de la culture, de la littérature et des mentalités de l'élite en Russie, c'était peut-être une manière
de rappeler à quelques éventuels lecteurs que j'aurais qu'ils avaient été à l'école de l'humanité quand même, hein, ce qui semblait avoir oublié en ce moment. Pour ce qui est de l'avenir des études russes en France, écoute, ça dépend ce qu'on entend par avenir. J'espère quand même que cette guerre va se terminer. J'espère qu'elle va se terminer par une victoire de l'Ukraine. J'espère qu'elle se terminera par un effondrement du régime poutinien. Bon, ce sont peut-être des vœux pieux, tout ça, bien évidemment, mais on a le droit d'avoir des vœux. Et peut-être qu'un jour, même si ça prend du temps, la Russie donc se renormalisera. Alors j'espère que ce ne sera pas de manière cyclique pour 10 ans, comme ça a été le cas lorsque j'étais jeune, ou 10-15 ans, avant que de nouveau elle ne se referme et ne se redurcisse. Bon, c'est malheureusement possible. Mais il faut bien quand même qu'on continue à former des gens qui sont capables de dire quelque chose de cette culture. On ne peut pas laisser mourir des savoirs, hein. On sait bien que en contexte universitaire français où les budgets sont toujours contraints, régulièrement les matières considérées comme des petites matières, et Dieu sait qu'il y a des matières qui sont encore plus petites que les nôtres, hein, sont menacées de fermeture. Mais encore une fois, même s'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, même s'il n'y a pas beaucoup de débouchés, le rôle de l'université, c'est aussi de fabriquer du savoir et de le transmettre aux générations futures. Donc, ce qui m'embête surtout, c'est les jeunes Français qui veulent apprendre le russe et qui peuvent pas aller en Russie. Donc, parce que ça paraît difficile. Moi-même, qui avais atteint un niveau convenable de russe, je vois bien que je perds mon russe parce que j'y suis pas allé depuis 6 ans. Donc, je vois à quel point c'est difficile pour nos étudiants quand même. Alors, je fais cours en russe, moi, pour qu'ils aient quand même un petit peu de russe dans leur semaine. Mais sur le temps plus long, j'espère que ils pourront retourner dans une Russie enfin libérée, si c'est pas cette génération, la génération d'après. J'espère que moi-même, je pourrai y retourner quand même avant la fin de ma carrière et la fin de ma vie. Bon, je pense quand même que je suis plus jeune que Poutine, donc il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Rodolphe Baudin, professeur en littérature russe de Sorbonne Université, pour cet entretien qui nous a fourni une perspective, je dirais, très originale. Merci à nos auditeurs, à nos auditrices. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. À la prochaine!